Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Mégaphone, le podcast de l'agence Supermind qui invite des entrepreneurs à venir échanger sur leur aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on reçoit Maïssa Hazard, la fondatrice de Loyal. Hello Maïssa. Bonjour. Tu as monté à 26 ans la marque de bijoux Loyal. Et comment t'es venue cette idée ? Ah là là, alors c'est une belle histoire. Moi, j'ai toujours été passionnée par la joaillerie. Initialement, c'est quelque chose que m'a transmis ma grand-mère. Quand j'étais petite, j'avais vu une bague dans son tiroir et je suis tombée follement amoureuse de cette bague-là. À chaque fois que j'allais chez elle, j'essayais de la porter. Et quand elle est partie, elle me l'a léguée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la vraie portée d'une création joaillère. En fait, un bijou, ça se transmet. C'est porteur d'émotions, porteur d'histoire. Et c'est un peu comme ça que ma passion pour la joaillerie a commencé. Depuis quelques années, je cherchais ma bague de fiançailles avec Sam, mon mari aujourd'hui. Et on cherchait une bague avec du caractère, qui soit créée avec âme, avec passion, mais aussi avec des valeurs éthiques derrière. Sauf que malheureusement, on avait l'impression de devoir toujours faire un compromis, que ce soit par rapport à nos valeurs, soit par rapport au design ou au style qui me plaisait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Parce que des femmes comme moi qui ne souhaitent pas faire de compromis, il y en a forcément plein. Et c'est comme ça que l'histoire de Loyal a commencé. Au lieu de créer ma bague de fiançailles, eh bien, j'ai créé Loyal. Et quand je dis un bijou créé avec des valeurs éthiques et des valeurs éco-responsables ou responsables, c'est parce que chez Loyal, tout est fabriqué à partir d'or recyclé d'Issou Cara et des diamants qui sont créés en laboratoire. Malheureusement, aujourd'hui, l'industrie minière est une des premières causes de la déforestation. L'industrie joaillère est une des industries les plus polluantes et on n'y pense pas forcément. Par exemple, pour extraire seulement 1 carat de diamant de mine, il faut déplacer plus de 250 tonnes de terre. Ou pour extraire 1 gramme d'or, on génère plus de 2 tonnes de déchets. 1 gramme d'or, pour vous donner un exemple, pour faire une toute petite bague, comme celle que je porte ici, il nous faut à peu près 3 à 4 grammes d'or. Donc l'impact environnemental est assez conséquent, sans parler des conditions de travail. Et donc c'est comme ça que j'avais envie de chercher une alternative qui soit une vraie solution à de vrais enjeux aujourd'hui. Ah, c'est hyper intéressant ce côté éthique, on va y revenir, mais je voudrais revenir du coup sur la partie en premier de l'entrepreneuriat. Tu connaissais déjà un peu le monde de la joaillerie, t'avais fait des études là-dedans ? Alors moi j'ai commencé ma carrière dans la haute couture, ensuite dans le marketing, puis dans une agence, un cabinet de conseil qui travaillait pour des maisons de luxe, notamment des maisons de joaillerie. Donc j'avais pas mal baigné dans cet environnement-là. J'ai fait des études de design, mais j'ai fait aussi une école de commerce. Donc j'ai toujours eu ce côté très créatif, mais aussi plus, on va dire, plus carré, plus analytique. Et j'arrivais jamais à me décider, en fait, que ce soit dans mes études ou dans mes aventures professionnelles, vers quoi j'avais envie de me diriger. Et donc là, c'est parfait avec Loyal parce que j'arrive à mixer les deux. Et t'es arrivé dans un endroit avec une concurrence folle, j'imagine. Comment t'as fait pour trouver les bons prestataires, trouver le bon prix Aujourd'hui, t'as une boutique quand même dans le 7e. Ce qui a été un peu déterminant pour moi, c'est que quand j'ai décidé de lancer Loyal, je me suis dit, j'ai envie de lancer une marque d'un côté qui me ressemble, mais aussi qui ressemble aux valeurs que je cherchais. De l'authenticité, de la transparence, de la responsabilité. Et effectivement, on a dû beaucoup travailler pour justement trouver ces partenaires, que ce soit nos fournisseurs en or, en diamant, notre packaging, pour être alignés un peu sur tout ça. Pour la petite anecdote, notre fournisseur de packaging, c'est un des plus grands aujourd'hui qui travaille avec toutes les maisons de la place Vendôme, les grandes maisons de luxe. Et quand j'ai été le voir, je lui ai dit, écoutez, moi pour les crins des bijoux, je ne veux ni plastique ni bois. Parce que tous les écrins, la majorité des écrins en joaillerie sont faits avec du bois et du plastique. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut un truc rigide et solide pour protéger le bijou, mais aussi, inconsciemment, ce côté un peu marketing, donner du poids à la boîte, à l'achat qu'on va faire.
Et je lui dis, bon, écoutez, je veux pas de plastique, pas de bois. Donc, il me dit, non, mais c'est impossible, on n'a jamais fait ça fait 50 ans qu'on travaille comme ça, on va pas venir changer tout ça. Et je lui dis, si. Et donc, on a travaillé pendant 6 mois ensemble pour créer un écrin qui soit tout aussi beau, tout aussi solide et tout aussi rigide qu'un écrin en plastique et en bois, mais sans plastique et sans bois, qui est 100% recyclable et qui est créé à partir de 100% de papier recyclé. Et aujourd'hui, il l'expose. Et d'ailleurs, il m'avait dit, oui, j'ai proposé à certains de mes clients cette alternative-là. Je lui ai dit, c'est sympa parce que ça venait de nous. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était pas intéressant, mais bien sûr, c'était très difficile parce qu'il faut trouver les bons partenaires, il faut aller à leur recherche. Mais ce qui a beaucoup facilité les choses, c'était de se dire, est-ce qu'ils croient en notre projet ? Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous ? Et est-ce qu'ils ont envie d'investir eux aussi dans une jeune marque, de prendre ce pari de travailler avec nous sur des petites quantités au début ? Et est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils ont la capacité de croître avec nous et de nous accompagner ? Parce que pour moi, tout est axé sur l'humain et l'idée, c'est d'avoir des partenaires avec qui on peut tisser des relations sur le long terme. Et donc ça a été très déterminant dans le choix et ça nous a permis finalement, de façon assez facile, à sélectionner nos partenaires. Il y a un côté du coup éthique de ta marque pour défendre des valeurs, mais il y a aussi un côté, on va dire, de style. Donc c'est toi qui dessines les bijoux, parce qu'il faut être sûr que ça plaise aux gens. L'ambition principale dans Loyal, c'est vraiment le design. Si jamais on ne prend pas la peine de lire un peu sur notre site web nos engagements, de prendre connaissance de ça, on n'a aucune idée qu'on est une maison de joaillerie avec des pratiques responsables et des engagements éco-responsables. Parce que pour moi, mon objectif quand j'ai lancé Loyal, justement, je ne trouvais pas quelque chose qui me plaisait. Le peu de marques qui existaient à l'époque se focalisaient énormément sur l'aspect éco-responsable des bijoux au détriment de la créativité. C'est un peu comme la mode éco-responsable il y a peut-être 10 ans. Tous les t-shirts fabriqués avec du coton éthique ou éco-responsable, c'était des trucs un peu ternes, beige, marron. Sauf que toute l'idée, c'est de créer quelque chose de beau, de frais, de dynamique et de me dire, aujourd'hui, une femme qui va acheter Place Vendôme, comment est-ce que je peux la convaincre d'acheter un diamant créé en laboratoire ? Comment est-ce que je peux la convaincre d'acheter un bijou fait à partir d'or recyclé ? Et c'est justement en ne faisant pas de compromis, en préservant tout cet univers-là de la joaillerie qui nous fait tant rêver, c'est-à-dire la création, l'histoire derrière chaque pièce, les émotions. Et c'est pas en ayant un logo vert, un logo marron, en mettant une mannequin au milieu d'un champ de blé pour dire qu'on est éco-responsable qui va déterminer ça. Donc aujourd'hui, nous, notre couleur principale, notre logo, c'est en rouge corail, très flashy. Les clientes viennent chez nous parce qu'elles ont un coup de cœur sur la création. Et elles se disent, en plus, c'est éco-responsable, donc ça, c'est super. Et c'était ça notre pari principal. Et c'est toi qui dessines, du coup ? Oui. Ouais. Ah, intéressant. Et vous êtes une équipe de combien ? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes en interne. Et puis, bien sûr, on travaille avec d'autres personnes en externe en fonction des projets. D'accord. Et du coup, pour revenir sur le côté éthique, il y a du coup de l'or recyclé, mais il y a aussi des diamants de laboratoire. Comment on fabrique un diamant en laboratoire ? Alors, un diamant de laboratoire est un vrai diamant. Pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est un diamant extrait. Donc, les diamants de mine, c'est 99,9% de carbone pur. Ça se forme à 200 km sous la terre grâce à des conditions spécifiques de haute température et de pression. Donc, c'est une réaction physique qui se passe, qui est la cristallisation du carbone en une pierre. Et puis, par la suite, ces pierres-là vont remonter à la surface de la Terre et on va créer des mines pour extraire tout ça. Sauf que malheureusement, l'impact minier est catastrophique au niveau de l'environnement. Les conditions de travail sont assez brutales. Je ne sais pas si vous avez vu le film Blood Diamond, si certains des personnes qui nous écoutent l'ont vu, mais malheureusement, ce film raconte un peu la réalité de cette industrie-là. Mais grâce à une technologie de pointe, on est capable de répliquer ce qui se passe à 200 km sous la Terre. Le laboratoire va mettre du carbone, de la haute température, de la haute pression. On aura la même réaction qui se passe. On obtient une pierre qui a les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques. Un gémologue ne peut pas faire la différence entre les deux. Ils ont les mêmes certificats d'authenticité et ça, c'est assez dingue. Ça coûte le même prix d'acheter un vrai diamant qu'un diamant de laboratoire ? Alors,
pour le client final, à qualité égale, c'est environ 40% moins cher, voire parfois 50%. Sauf qu'en réalité, ça coûte plus cher de produire un diamant dans un laboratoire que de l'extraire d'une mine. Mais entre le moment où une pierre est extraite, par exemple au Botswana, et qu'elle arrive chez le client final, elle passe par 10 à 15 intermédiaires. Donc, chaque intermédiaire va rajouter sa marge. Alors qu'avec le diamant de laboratoire, on se fournit directement de notre partenaire et il y a toutes ces marges qui sont effacées. Ça garantit une traçabilité complète et pour le client final, ça garantit la meilleure qualité au meilleur prix. Il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui font ces diamants ? Alors, il y a très peu de laboratoires. C'est une technologie qui est brevetée, qui nécessite énormément d'investissement et de connaissances. Après, comme dans toute industrie, il y a des laboratoires qui travaillent, qui ont des pratiques plus responsables que d'autres. Par exemple, nous, le laboratoire partenaire avec qui on travaille utilise de l'énergie renouvelable, est certifié neutre pour le climat, neutre en carbone, parce qu'on a besoin de l'énergie pour créer des diamants dans un laboratoire. Même si ça reste 20 fois moins en termes d'émissions de carbone par rapport à l'extraction minière. Donc déjà, c'est assez conséquent. Mais en plus de ça, travailler avec des partenaires qui vont un cran plus loin, c'est assez incroyable. Et pourquoi, du coup, les gens préfèrent quand même acheter des vrais diamants plutôt que des diamants de laboratoire ? Alors, donc, c'est des vrais diamants, c'est juste que c'est des diamants de mine. C'est beaucoup... d'un côté, c'est... je dirais un manque de connaissances, majoritairement. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation, entre guillemets, à faire, parce que les gens, quand on dit diamant créé en laboratoire ou on dit diamant de synthèse, pensent à du zirconium. Donc, pensent que c'est une pierre qui ressemble à un diamant, mais qui n'est pas un diamant, alors qu'en réalité, c'est un vrai diamant. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'aux États-Unis, le diamant de laboratoire, c'est déjà environ 50% du marché des bagues de fiançailles. C'est un pays où, Leonardo DiCaprio, d'ailleurs, après avoir joué dans Blood Diamond, a investi dans un laboratoire. Beaucoup de célébrités se sont affichées sur des tapis rouges en portant de la joaillerie avec ces diamants-là. Et donc, c'est un marché qui s'est développé très, très rapidement dessus. En France et en Europe, ça commence, c'est encore beaucoup plus petit, mais ça commence. Et ce qui est assez incroyable, c'est que de plus en plus de personnes, une fois qu'on leur explique ce que c'est, trouvent ça assez incroyable et ont du mal à revenir en arrière sur des diamants de mine. Parce que ce qui est fou, en fait, ce qui est assez fascinant, ce que les gens ne savent pas peut-être, c'est que le laboratoire n'a aucun contrôle sur ce qu'on va obtenir. Donc, on ne peut pas créer des diamants, entre guillemets, parfaits et 100% purs. On peut obtenir des pierres petites, grandes, de belle qualité, de mauvaise qualité. On ne sait pas. Et donc, on a toujours cet élément de magie qui est préservé. C'est comme si on avait une plante qui poussait dans la nature, dans notre appartement ou dans notre jardin. Est-ce qu'elle va avoir 10 feuilles, 12 feuilles ou 14 feuilles ? Personne ne sait. Et donc, c'est ce qui est assez cool. C'est un peu reproduire l'aspect de la nature. C'est ça, c'est exactement ça. Mais est-ce que les grands bijoutiers aujourd'hui de la place de Paris vont s'y mettre ? Enfin, j'imagine qu'ils sont déjà un peu dedans, mais est-ce qu'ils vont remplacer tous leurs diamants par des diamants de laboratoire ? Alors, j'espère déjà, parce que c'est un peu, on va dire, entre guillemets, l'union qui fait la force. Et moi, je fais ça parce que je trouve qu'il faut qu'on commence à changer notre façon de consommer, nos pratiques, et que l'industrie devienne de plus en plus vertueuse. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont ouverts à l'idée, d'autres qui le sont un peu moins. Par exemple, ce qui est assez incroyable et ce qui a fait beaucoup bouger les choses en France, LVMH a investi dans un laboratoire qui crée des diamants. Ils ont aussi lancé, à travers la marque Fred, qui leur appartient, une pièce de haute joaillerie avec un diamant créé en laboratoire. Donc ça a vraiment fait bouger les choses dans l'industrie et ça permet ce sont des signes qui montrent que ce diamant-là a sa place dans l'industrie du luxe. Moi, je pense pas que l'un va remplacer l'autre. Je pense que les deux auront leur place côte à côte. On parle de place. Comment tu as réussi à faire ta place, toi, dans l'univers du bijou ? Du coup, à 26 ans, tu as monté Loyal. Aujourd'hui, vous êtes du coup 6 employés avec toi, si je comprends bien. Vous avez une boutique dans le 7e arrondissement. Il y a une compétition folle, j'imagine, à Paris et en France. Comment tu sors de toute cette compétition ? Alors, je pense que ce qui fait notre force principale aujourd'hui, c'est le côté humain.
Et ça, je le dis au bout justement de 4 ans. Je ne pensais pas que ça allait être notre force principale au début. Aujourd'hui, moi, je suis très impliquée. Je rencontre énormément de clientes. On fait beaucoup d'événements à la boutique. Notre priorité, vraiment, c'est la satisfaction du client. Et donc, on a une approche qui est très humaine. Que ce soit parce qu'une personne va faire un achat en ligne ou parce qu'elle va venir en boutique, on offre le même service. Les équipes sont là, appeler les clientes, à leur envoyer des photos, leur envoyer des vidéos, des petits mots. Et notre force numéro 1 a été aujourd'hui le bouche à oreille. Et vraiment, il n'y a rien de plus valorisant que ça. Donc ça, c'est incroyable. Mais oui, c'est un marché où il y a énormément de marques et ça, c'est super parce qu'il y a beaucoup de créativité aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. Mais on a eu la chance d'être bien accompagnés. On a essayé aussi de se différencier d'un côté avec nos créations, bien sûr, mais aussi avec notre image de marque. Toute l'idée derrière Loyal, c'était de se dire, on n'a pas besoin d'attendre une occasion ou d'attendre quelqu'un pour avoir notre bijou en diamant. Un grand tabou aujourd'hui, c'est un peu la femme qui attend le prince charmant pour s'offrir sa bague en diamant et avoir son solitaire de bague de fiançailles. Et donc, par exemple, j'ai voulu casser ce truc-là. Et donc, j'ai créé la collection Intrépide, qui est en solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même et qui ne soit pas le solitaire d'une bague de fiançailles. Aujourd'hui, les femmes travaillent, on est indépendantes, on devrait arrêter avec ce petit tabou-là. Et ça a énormément pris. Ça a parlé à beaucoup de femmes qui ont adoré la vision, qui ont adoré le concept. Et elles sont d'accord avec ça. C'est juste que, en fait, on n'y pense pas automatiquement parfois. Et je pense que ça a joué un rôle assez important dans notre développement. Le fait que Loyal se différencie et crée sa place là-dessus sur un bijou pour marquer les moments forts de ta vie, mais t'as pas besoin de quelqu'un pour te l'offrir. Du coup, il y a eu le bouche à oreille, mais est-ce que par exemple vous avez fait appel à une agence ou est-ce que vous avez fait de la publicité en ligne payante Alors, on n'a pas eu recours à une agence. Tout a été principalement fait en interne, mais on fait de la pub sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On communique énormément en organique sur Instagram. Ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, de temps en temps, je me mets en avant. On fait des questions-réponses. On a eu la chance d'avoir pu créer une belle communauté qui échange énormément avec nous. Donc, ça a permis à notre compte de façon organique à se développer. On a collaboré avec quelques ambassadrices, des influenceuses. On a fait pas mal d'événements, des pop-up, des événements en boutique. Et puis, bien évidemment, il y a les podcasts, il y a la presse qui joue un rôle primordial. Donc, en fait, c'est un mix de tout. C'est plein d'éléments et c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui font que ça crée un peu de dynamisme autour de la marque. Et du coup, si aujourd'hui tu rencontrais quelqu'un qui voudrait se lancer dans la joaillerie ou dans la vente de bijoux, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais ? Je dirais de bien s'entourer. Déjà, ça c'est... Moi, j'aurais jamais pu créer Loyal et en arriver là aussi bien et aussi rapidement sans le soutien des différentes personnes, que ça soit des proches, de la famille, mais aussi d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes dans le milieu. Faut pas avoir peur d'envoyer des messages sur LinkedIn, de demander des cafés ou un échange de 10 minutes et poser quelques questions. On ne peut jamais tout savoir, on ne peut jamais tout connaître. Et ça, c'est hyper important de bien s'entourer. Donc ça, c'est un peu un conseil, que ce soit dans la joaillerie ou dans n'importe quelle industrie. Mais dans la joaillerie, précisément, je dirais vraiment garder la passion en priorité numéro 1. La passion et l'humain. Parce que le stress de l'opérationnel, le stress du quotidien peut parfois un peu nous submerger. Et on peut parfois oublier pourquoi on fait ça. Et c'est important de garder le curseur dans la bonne direction. Et c'est la passion et l'humain avant tout. En tout cas, c'est comme ça que je vois moi les choses. Ça a été facile pour toi d'entreprendre en France ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'aide, énormément de soutien, énormément de choses qui ont été mises en place depuis quelques années pour les entrepreneurs, que ce soit dans la joaillerie ou dans d'autres industries. Par exemple, nous, on a eu une subvention de la BPI en tant que jeune entreprise innovante. Il y a énormément de choses qui sont mises en place pour faciliter l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je pense qu'il faut en profiter. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, malheureusement. Et on a de la chance d'être en France aujourd'hui et de pouvoir profiter de ça pour créer de belles choses. Du coup, Maïssa, j'ai une dernière question qui est la même à chaque épisode. Est-ce que c'était à refaire? Est-ce que tu le referais? Alors oui, certainement, je le referais. Franchement, je réalise toujours pas aujourd'hui ce que je vis. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir aussi travailler avec mon mari, d'avoir une équipe incroyable, des clientes et des clients qui sont adorables. Les rencontres que j'ai faites grâce à Loyal, vraiment, c'est des moments qui vont être que je n'oublierai jamais. Je me souviens même toujours de ma première commande il y a 4 ans. J'oublierai jamais le nom de cette cliente, ce qu'elle a commandé, pourquoi elle a commandé. C'était la première cliente qui n'était pas quelqu'un que je connaissais. Donc ça, c'est hyper touchant, hyper émouvant. Et par contre, je pense que en lançant le voyage, j'avais rien à perdre. Il fallait foncer. Et je pense pas que je m'attendais à ce qu'il y ait autant de challenges, que ce soit du positif ou du négatif, des hauts et des bas. Je sais pas si j'ai à nouveau encore aujourd'hui un peu le courage de revivre tout ce qu'on a vécu. Mais oui, je pense que certainement je referai tout. Bon, on souhaite beaucoup de succès à Loyal. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et on vous retrouve du coup sur loyalparis.com. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Merci.